Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous allons parler de celui qui est considéré comme le père fondateur de la génétique, Gregor Mendel. Gregor Mendel est né le 20 juillet 1822 à Eisendorf, en territoire de l'Empire d'Autriche, qui est aujourd'hui devenu la République tchèque. Il voit le jour dans une famille paysanne, composée de sa mère Rosina et de ses deux sœurs Veronika et Theresia, et de son père Anton, parti à la guerre. Quand celui-ci rentra de la guerre, il reprit la ferme familiale où il met en place un verger amélioré par greffage. Le greffage est une technique qui consiste à mettre en union deux végétaux. Le premier, celui que l'on souhaite voir se développer, s'appelle le greffon, et le second, la plante support, s'appelle le porte-greffe. Lors de son enfance, il reçoit un enseignement sommaire à l'école du village, puis à 11 ans, il fut envoyé à Lipnik pour un enseignement professionnel d'ordre pratique. En 1834, il alla au lycée Tropo, où il y terminera ses études le 7 août 1840. Ensuite, il rejoint l'institut de philo d'Olomouc pour 2 années de préparation, mais il dut renoncer aux études, car son père ayant eu un accident, il ne pouvait plus travailler et leur situation financière ne lui permettait pas de financer les études de Mendel. Il décide alors d'entrer au monastère Saint-Thomas, dans l'espoir d'être envoyé à l'université de Vienne aux frais du monastère. Il fut accepté sous condition d'apprendre le tchèque. Lors de son séjour au monastère, il passa son temps libre à l'étude des sciences naturelles. Parallèlement, il enseigne les matières scientifiques dans les lycées et collèges. En 1847, il est ordonné prêtre, puis nommé curé en 1948, ce qui va détruire tout espoir de rentrer à l'université. 4 ans plus tard, il part à Vienne pour suivre des cours en auditeur libre de l'Institut de physique de Christian Doppler. Il étudie notamment les maths, la physique, la botanique, la physiologie végétale, l'entomologie et la paléontologie. C'est d'ailleurs pendant cette phase de sa vie que naît son intérêt pour le problème de la fécondation en s'intéressant aux théories de Franz Unger, prof de physiologie végétale, qui analyse l'hybridation des végétaux. Suite à cela, en 1954, il installe un jardin expérimental pour comprendre les lois de l'origine de la formation des hybrides en choisissant des petits pois qu'il a choisis par rapport à la facilité de cultivation. En 1961, création de la Société de sciences naturelles, dont il est l'un des cofondateurs. En 1966, alors que Mendel publie l'article retraçant 10 années d'expérience d'hybridation chez les végétaux, le monde scientifique n'y prête alors aucune attention. Et les réactions sont mitigées, voire inexistantes. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, soit près de 40 ans plus tard, quand le néerlandais Hugo de Vries et l'allemand Karl Erich Correns et l'autrichien Erich von Tschermak redécouvrant de façon indépendante les lois de l'hérédité et reconnaissent en Mendel leur premier découvreur. Ces travaux sont alors rapidement répliqués et validés. En 1869, il arrêta les recherches sur l'hybridation due à ses nouvelles responsabilités envahissantes, fonction supérieure du couvent, opposition au projet gouvernemental de taxation des biens monastiques, et ce à partir de 1875. Il s'investira dans l'horticulture, l'apiculture ou la météorologie de 1856 à sa mort. En 1883, il va souffrir d'une insuffisance rénale et il s'éteindra le 6 janvier 1884 au matin. L'ensemble de ses archives sera malheureusement brûlé par l'abbé Anselme, qui sera son successeur au monastère. À cette époque, la religion chrétienne avait toujours beaucoup de mal avec la science. Je vais maintenant vous expliquer les principes de ses recherches, et nous allons traverser ainsi les 3 lois de Mendel. En effet, la reproduction engendre des enfants qui ressemblent à leurs parents. Jusque-là, je vous apprends rien. La cause de cette ressemblance est l'hérédité, et Mendel est le premier à l'avoir mise en évidence à travers une série d'expériences sur l'hybridation des plants de petits pois. Ces plantes possèdent des propriétés particulières qui vont faciliter l'analyse. Elles abordent des caractères constants et facilement différenciables. Jusqu'à ces 3 lois, la communauté scientifique soutenait le modèle de l'hérédité par mélange, où les caractères possédés par un individu étaient intermédiaires entre ceux de ses parents, 50-50. Lors de la reproduction, le seul lien entre les parents et leurs descendants sont les cellules spécialisées appelées gamètes, qui lors de la fécondation fusionnent pour donner la cellule œuf. Mendel choisit dans un premier temps de n'étudier qu'un seul caractère, la couleur du pois. Il croise ainsi 2 espèces, une espèce qui donne des pois jaunes et une autre espèce qui donne des pois verts. Chaque fois qu'il fait une hybridation de ce type, en partant de plants purs, avec comme seule différence ce caractère, il obtient en première génération des hybrides identiques. Il en tire ainsi sa première loi. Si l'on croise 2 races pures, distinctes par un seul caractère, tous les descendants de la première génération, qui seront appelés des hybrides F1, sont identiques. La seconde loi vient lorsque Mendel croise entre eux les hybrides de cette première génération F1. Il apparaît alors une génération F2, et on y voit des pois jaunes et des pois verts.
Il comprend alors que pour faire apparaître des pois verts, il faut que l'un au moins des parents F1 possède le gène vert pour pouvoir le transmettre. Et comme ils sont tous jaunes, il faut que ce parent ait aussi le gène jaune. Il en déduit ainsi que les parents F1 a pour la couleur 2 gènes. Il en déduit ainsi que pour chaque caractère, un individu possède 2 gènes. Les lignées pures d'origine F0 devaient aussi avoir 2 gènes, mais 2 fois le même. Si les F1 sont tous jaunes, alors que certains au moins possèdent un gène jaune et un gène vert. Il en déduit que seuls les gènes jaunes s'expriment. Il y a aussi un rapport de dominance entre le gène qui s'exprime et celui qui ne s'exprime pas, qui sera appelé gène récessif. Du fait de ce rapport, un pois vert ne peut avoir que 2 gènes verts. Le gène récessif ne s'exprime que chez les races pures récessives, c'est-à-dire qui ont 2 gènes récessifs pour le caractère étudié. Mendel en fait sa deuxième loi. Lorsqu'on croise entre 2 individus de génération F1, on obtient la génération F2 dans laquelle on retrouve 2 versions de la couleur des pois dans des proportions bien définies. Passons maintenant à la troisième et dernière loi de Mendel. Cette fois-ci, il choisit de s'intéresser à 2 caractères en même temps. Il a donc étudié le caractère de l'aspect en plus de celui de la couleur, sachant qu'il y a 2 aspects possibles, lisse ou ridé, partant de 2 lignées pures, de phénotype pois jaune et lisse et pois vert et ridé. Pour la génération F1, on n'obtient que des phénotypes jaunes et lisses. Ainsi on comprend que les gènes dominants sont les gènes jaunes et les gènes lisses. À la génération F2, on remarque 4 phénotypes différents, le jaune lisse, jaune ridé, vert lisse, vert ridé. La loi va se baser sur les statistiques et la proportion de chaque expression. On remarque ainsi que sur 16 plans, on retrouve 9 plans jaunes et lisses, 3 plans jaunes et ridés, 3 plans verts et lisses, et un seul plan sur 16 qui est vert et ridé. On remarque que cette proportion est universelle. Peu importe les 2 gènes, à partir du moment où il y a un dominant et un récessif, on retrouvera cette proportion de 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. Et cette troisième loi applique ces proportions. Et voilà pour les travaux de Mendel, qui ont permis de comprendre le fonctionnement de la génétique, et ainsi comprendre ses dérives qui peuvent causer des maladies. Et c'est aussi la base de travail pour tout ce qui est recherche et modification pour les végétaux, comme les OGM. Malgré les reconnaissances tardives de ses travaux, cela va faire 150 ans que son travail est reconnu et utilisé pour de nombreuses études. Nous allons désormais passer aux 3 anecdotes sur ce personnage. La première nous emmène dans ses recherches, dans le monastère, où il débutera ses études en observant avec attention des plants de petits pois, comme nous l'avons déjà dit, mais ce sera plus de 28 000 plants qui seront passés sous ses yeux. La seconde anecdote nous explique pourquoi il a eu peu de reconnaissance. En effet, Mendel possédait une très mauvaise vue. Cela l'a empêché de faire des expériences guidées sur des plants précis. Il a eu plusieurs fois recours à des assistants, mais le monastère ne soutenait pas du tout ses actions. Et pour la dernière, nous évoquons sa vie privée. Son engagement chrétien l'a empêché d'avoir une vie de famille, et en plus de cela, ses études qui sont non soutenues par l'église le poussent à être de plus en plus seul. Et les autres membres du monastère avaient peur des représailles s'ils aidaient le jeune scientifique. C'est sur cette dernière anecdote que je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'hésite pas à partager, liker et t'abonner.